Le titre, terminologie, nomenclature, métalangage, 3 mots pour désigner des réalités qu'on imagine assez proches, c'est mauvais signe. Mais comme au judo, peut-être pourrons-nous profiter d'une faiblesse pour la transformer en force. Dans la tradition grammaticale belge, c'est terminologie qui a la préférence. Le grand Robert définit ensemble des mots techniques appartenant à une science, un art. La première terminologie grammaticale date chez nous de 1936. Elle est bilingue, s'intitule « Unification de la terminologie grammaticale ». Après la guerre, un code de terminologie grammaticale paraît en 1949, unilingue, signe des temps, et ce code est retravaillé par une équipe partiellement reconstituée et paraît en 1965. Mais la fin des années 60, le début des années 70, c'est aussi la période où déferle sur l'Europe la linguistique américaine. Il apparaît vite qu'une nouvelle réflexion serait souhaitable. L'enseignement officiel crée une équipe, j'en fais partie. Ces travaux sont publiés en 1984. Parallèlement, l'enseignement catholique forme aussi son équipe, qui publie ses résultats en 1985. Comme bien vous l'imaginez, ces deux codes de terminologie sont assez dissemblables. Et alors, à la belge, on décide d'un pacte grammatical. Donc, à l'image du pacte scolaire, et c'est le code grammatical de 1986 qui fait toujours figure de référence officielle. Il a connu un nouveau tirage en 89 avec une préface de la CP11. En France, c'est nomenclature qui avait été choisie. En 1911, la nomenclature dont la cheville ouvrière était Ferdinand Bruno. Cette nomenclature est définie par le grand Robert avec un dièse par rapport à la définition de la terminologie, ensemble des termes employés dans une science, une technique, un art, méthodiquement classés. Tout est dans le classement méthodique. Alors, cette nomenclature vit très longtemps, elle va connaître quelques éclairages, je passe les détails. Elle est refondue en 1975 et en 1997, l'inspection générale des lettres et un groupe de professeurs de l'université, au sens français du terme, c'est-à-dire des professeurs des écoles, des collèges et des lycées, substituent à la nomenclature une terminologie grammaticale. Alors vous voyez, terminologie gagne sur toute la ligne. D'autant plus qu'en Suisse, et Jean-François de Pietro nous en parlera peut-être tout à l'heure, c'est en 1985 aussi qu'est publiée une terminologie. Vous le voyez, métalangage n'est pas utilisé, on peut le regretter. Car métalangage, le plus technique du trio, donc étymologiquement, le langage sur le langage, a l'avantage de montrer la situation inconfortable du linguiste ou du grammairien. Le linguiste, le grammairien, qui est le seul à devoir traiter de son objet d'étude, la langue, avec des mots empruntés à cet objet. Et dès lors, il se trouve devant une alternative. Ou bien il utilise les mots de tout le monde, les mots de la tribu. Et il risque aussitôt de les voir réinvestis d'acceptions non désirées. Un article défini qui définirait, un adjectif qualificatif qui qualifierait, un possessif indiquant le possesseur, mot général, on se demande qui est possesseur et qui est possédé, un démonstratif qui, à défaut de démontrer, montrerait au moins, mais où sont passées ces fichues lunettes, je n'y vois rien. Vous voyez. Ou alors, deuxième branche de l'alternative, il crée son lexique.
Et il se voit immédiatement suspecté de jargonner, quand ce n'est pas de s'entourer de nuages impénétrables. Bon, mais écoutez, chers collègues, je dois le dire, et le dire avec force, le jargon, au sens de vocabulaire technique, est inséparable de n'importe quelle discipline à caractère scientifique. Naturellement, il faut peut-être s'efforcer de conserver une certaine clarté, ne pas tomber dans certains excès que les romanistes connaissent bien, d'Amourette et Pichon par exemple, mais au fond, qui oserait se flatter de toujours posséder les bonnes balances et les bonnes toises. Et je voudrais prendre maintenant, après cette introduction, en guise d'illustration, l'exemple de la conjugaison. À tout seigneur, tout honneur, ouvrons Becherel, l'inévitable Becherel. Vous y trouvez un tableau de conjugaison qui est à peu près celui qui est reproduit sur l'exemplier en tableau 1. C'est-à-dire que vous avez une série de formes classées 2 par 2, des formes simples, des formes composées, et paramétrées par des modes. Indicatif, conditionnel, subjonctif, impératif, infinitif, participe, gérondif. 7 modes, 2 formes chaque fois, au total 14 formes verbales, souvent dénommées, erronément et abusivement, les temps du verbe. Je dois dire honnêtement que cette présentation constitue un net progrès par rapport à des présentations antérieures, où les formes verbales étaient énumérées simplement à la queue leu-leu. Mais ici, ces 2 colonnes, c'est un progrès. Hélas, vous le savez, vous allez encore le vérifier, la terminologie n'a pas suivi. Voyez le tableau 2. Marche, pluriel marchons, présent, notation de temps. En regard, passé, composé, notation de temps et de morphologie, composé. Mais passé composé s'oppose évidemment à l'étage du dessous, à passé simple, temps et morphologie. Et passé simple, lui, en regard, composé étant pris, deviendra un passé antérieur, c'est-à-dire du temps absolu et du temps relatif, antérieur. Si vous descendez d'un niveau, marcher, marcher est aussi un passé simple. Et il se voit affublé de l'étiquette d'imparfait qui vient de la grammaire latine et qui est une notation aspectuelle. Imparfait, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à son terme. Ce que vous avez par exemple dans l'Incipit de Madame Bovary. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra. L'étude n'est pas terminée au moment de l'entrée du proviseur. Et dès lors, comment va-t-on appeler en regard le composé de l'imparfait? On s'attendrait à parfait. Mais parfait est pris par la grammaire latine, où il désigne, accrochez-vous, le passé composé. Et ce sera donc le plus que parfait, dont on ne sait pas ce que ça peut vouloir dire. Le plus que parfait redeviendrait imparfait, si je comprends bien. Mais si nous descendons encore d'une case, on retrouve la voie du temps futur et de la morphologie futur simple. Et en regard, on aurait pu avoir futur composé cette fois-ci. Mais le parallélisme est fait avec le passé simple et le futur sera, comme le passé antérieur, un futur antérieur. Alors, mesurez le désordre. Nous y sommes habitués. Mais quelle peut être la stupéfaction de quelqu'un qui découvre cela? Ou d'un étranger qui n'a pas connu de formation grammaticale préalable.
Le désordre est aussi bien vertical qu'horizontal, puisque verticalement, vous avez du temps, présent, passé, futur, mais vous avez aussi de l'aspect imparfait, et vous avez 2 fois sur 4 la morphologie simple. Mais ni le présent ni l'imparfait ne sont déclarés simples, ce qu'ils sont pourtant. Désordre horizontal aussi, puisque la composition est marquée 1 fois par la morphologie composée, 2 fois par du temps relatif, et 1 fois par l'aspect. On pourrait se dire, les choses s'arrangent par la suite. Si vous lisez jusqu'au bout le tableau 2, vous verrez que l'opposition récurrente est celle de présent et de passé. À une exception près, la deuxième forme du subjonctif. Eh bien, ne chantons pas victoire trop vite. Voyez le conditionnel. Marcherait. Marcherait, une forme qui indique tant par sa désinence est, qui est celle de l'imparfait, sur toute la ligne. Marcherait, marcherait, marcher, marcher, marcherions, marchions. Que par l'infixe R, qui est celui du futur simple, marcherait, marcherait, marcheront, marcherait. Cette forme déclare qu'elle appartient, mais ostensiblement qu'elle appartient à l'indicatif. Alors pourquoi en faire un mode à part? Pourquoi? La première raison est historique, j'en donnerai une deuxième tout à l'heure. Historique, c'est que le conditionnel est de formation romane. Le latin se servait aux mêmes fins du mode subjonctif. Les premiers descripteurs du français n'ont pas trouvé de modèle au XVIe siècle. Ils en ont alors trouvé, à défaut du latin, un en grec. Le grec connaissait un mode optatif. Eh bien, le français aura aussi son mode optatif, ce qui permet de souligner une parenté prétendument noble de cette langue, qui est encore une langue véhiculaire ou vulgaire. C'est un mode qu'on va appeler optatif, effectivement, ou parfois suppositif, et de plus en plus souvent conditionnel, parce qu'on constate que ce mode est employé dans un entourage où il y a des conditions. Une fois que l'enjeu de la filiation noble disparaît, la grammaire philosophique tend à remettre le conditionnel dans l'indicatif. Et ceux qui vont faire échouer la manœuvre, ce sont les instituteurs du XIXe siècle. Ils veulent le conditionnel pour enseigner qu'après si, on ne met pas de conditionnel. Vous connaissez la formule, après si, pas de ré. Et même, dans l'enthousiasme, ils créent ce véritable monstre qu'est le conditionnel passé deuxième forme. Mais les linguistes ne lâchent pas le morceau. Et ils finissent, c'est rare, par avoir gain de cause. Et cela tout récemment. Et dans le code de 1986, le conditionnel a réintégré l'indicatif. Mais comparé à ce qu'il faut bien appeler la pusillanimité de Becherel, une prudence qui en remontrerait à tous les jésuites ou les sioux, les normands de l'univers. Écoutez, je cite la dernière édition de 2006, faite sous la responsabilité scientifique de Michel Arrivé. Le conditionnel, longtemps considéré comme un mode spécifique, est aujourd'hui rattaché à l'indicatif, pour des raisons de forme et de sens. Remarque, nos tableaux de conjugaison placent le conditionnel du côté de l'indicatif, mais pour des raisons de tradition, lui conservent son nom et l'isolent de l'indicatif. Alors,